Prenez le large avec Radio Grand Lac. C'est près de chez vous, ça se passe ici, avec Ludo sur Radio Grand Lac. Ça se passe ici, c'est sur Radio Grand Lac. Vous nous écoutez des portes d'Annecy jusqu'à Montmélian sur le 92.1 sur la Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains. Bonsoir à tous. Ce soir, une émission un peu spéciale. Ce soir, je reçois un petit peu, on va dire, le cœur de Radio Grand Lac, on va dire le lac du Bourget. On va recevoir le club de plaisanciers, monsieur Guy Réan, qui est directeur du club des plaisanciers donc d'Aix-les-Bains, et monsieur Jean-Bernard Lardy, qui est le rédacteur de la revue de La Traverse, la revue du club des plaisanciers. Donc bonsoir messieurs, bonsoir monsieur Guy Réan. Bonsoir à tous vos auditeurs. Bonsoir monsieur Jean-Pierre Lardy. Bonsoir. Donc je suis heureux de vous accueillir ce soir, monsieur Guy Réan, donc le directeur, président plutôt du club des plaisanciers d'Aix-les-Bains. Déjà, j'ai une première question à vous poser. La météo d'aujourd'hui, est-ce que vous préférez être sur le lac ou dans les studios aujourd'hui avec le vent qu'il y a ? Alors, aujourd'hui, je préfère franchement être dans vos studios. Ah oui. J'ai fait un peu de vélo le long du lac et franchement, aller contre le vent, c'est dur. Aller contre le vent et en bateau Il n'y a personne pratiquement sur le lac. C'est pas navigable aujourd'hui ? Si, c'est navigable, mais c'est pas très agréable. C'est pas agréable. Par contre, c'est bourré de kitesurf. Ah oui, les kitesurf. C'est votre cœur de métier aussi un petit peu les kitesurf ? Non. Vous en pratiquez vous-même peut-être ? Pas du tout. Pas du tout. Deuxième question que j'ai envie de vous poser aussi, qui me taraude de l'esprit, c'est, on va peut-être avoir la réponse ce soir, comment la Suisse a pu gagner l'America's Cup en 2003 ? La Suisse, un pays où il n'y a qu'un lac, comme le lac du Bourget ? Alors, si vous voulez, le lac du Bourget, il y a 3 ans de ça, on a assisté au bol d'or au Chambaud. Ouais. Et d'ailleurs, il y a eu une tempête à ce moment-là sur le lac, et ce sont de très bons navigateurs, je vous garantis, et ils ont surtout des bateaux d'exception. Ah oui, et c'est difficile de naviguer sur le lac du Bourget ? C'est relativement difficile, beaucoup plus que sur le lac du Bourget, du fait que c'est un lac qui peut avoir des tempêtes, appelons ça comme ça, qui peuvent être d'ailleurs très 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 durs, et il y a pas mal de casses des fois. Donc les Suisses, bien qu'ils n'aient pas de côte, sont des redoutables navigateurs. Absolument. D'accord, donc au moins j'ai la réponse à ma question. Est-ce que le vent que l'on sent aujourd'hui, est-ce que c'est ce qu'on appelle la traverse ? Tiens. Non. Non, la traverse, en règle générale, vous l'avez en fin de journée, quand il fait relativement chaud. Ah oui. Donc vous avez un thermique, c'est-à-dire que l'eau du lac est relativement chaude, donc la chaleur monte. Mm-hmm. Et du fait que cette chaleur monte, fait un appel d'air au-dessus de la dent du chat. Mm-hmm. Et cet appel d'air redescend le long de la côte sauvage et crée justement cette traverse qui agite pas mal le lac. Donc la traverse, c'est le fameux vent que redoutent un petit peu les navigateurs gros et petits ? Gros et petits, oui. Alors en général, ceux qui ont l'habitude, dès qu'ils voient un petit peu la dent du chat se couvrir, vous avez le choix, ou vous rentrez vite au port, ou alors vous calez le long de la côte sauvage, parce que à 30-40 mètres le long de la côte sauvage, vous n'avez pas d'interférence du vent. D'accord, à ce point-là. À ce point-là, oui. Ah oui. Et donc, comme tout bon Texois, vous vous fiez à la dent du chat pour avoir votre météo. Un peu. D'accord. Un peu. Bon, on regarde quand même la météo. Oui, c'est plus sûr, il est moins plus moderne quand même. Tout à fait. On parlera d'ailleurs de l'histoire aussi un petit peu avec monsieur Jean-Bernard Lardy, qui nous parlera un petit peu de l'histoire de la navigation sur le lac du Bourget. Ça risque d'être très intéressant aussi, parce qu'on ne navigue pas sur le lac du Bourget depuis longtemps, monsieur Jean-Bernard Lardy. On en parlera tout à l'heure. Depuis longtemps. Oui. On peut situer la première navigation vraie, connue avec des écrits du temps des Romains. D'accord. Donc, qui remontait depuis Marseille par le Rhône et jusqu'à Aix. Ils avaient même construit un oppidum, un endroit fortifié au niveau de la butte de Châtillon, à la fois qui avait un rôle de surveillance et de protection. La butte de Châtillon, c'est ce qui se trouve de l'autre côté du lac, au côté Chautagne, à l'opposé de l'aéroport tout simplement. Voilà, tout au nord, au débouché de ce qui est maintenant le canal de Savière, mais qui à l'époque n'était qu'une rivière qui reliait le lac au Rhône, parce que c'est la grande particularité du lac du Bourget. Ce n'est pas un lac fermé. Ce lac a toujours été ouvert donc sur l'extérieur, sur le Rhône, et avec des échanges initialement commerciaux depuis le Lyon et même depuis Massilia, Marseille pour les Romains. D'accord, donc on en reparlera bien longuement tout à l'heure aussi un petit peu tout ça, c'est fort intéressant. On parlera aussi un peu de tous les événements un peu particuliers qui a pu avoir lieu sur le lac, notamment des records ou même des renaufrages, tout ça. Mais d'abord, on va quand même parler un petit peu du club des plaisanciers dont représente monsieur Guy Réan, qui est donc son président. Alors, qu'est-ce que le club des plaisanciers ? Vous existez aussi depuis le temps des Romains ?
Pas tout à fait, non. On est un peu plus jeune que ça. Ouais. Alors, le club a été fondé en 1995 et une des personnes les plus actives à l'époque était Henri Rebaud. Et le but du club, à l'époque, il n'y avait pas Internet en 95, il n'y avait pas le Bon Coin, il n'y avait pas cette communication qui est facile à l'heure actuelle. Et un des problèmes qu'avaient pas mal de processeurs de bateaux, c'était de vendre leurs bateaux. Ouais. Donc l'idée, au départ, a été de faire une exposition que les gens qui voulaient vendre leurs bateaux les amènent. Entre Aixois. Entre Aixois. D'accord. Et ça a été un début, si vous voulez, ça a pris pas mal d'ampleur, parce qu'on avait à l'époque, au début, on avait pas loin d'une centaine de bateaux que les gens désiraient vendre. Et ensuite, il y a les distributeurs qui sont autour du lac, qui vendent des bateaux neufs, se sont associés donc au club des plaisanciers. Et petit à petit, de la vente de bateaux d'occasion, on est passé avec les distributeurs à la vente de bateaux neufs. Là, il y a beaucoup de concessionnaires de bateaux autour du lac. On peut facilement acheter son bateau. Aucun problème. Vous avez toutes les marques, pratiquement toutes les marques qui sont présentées par les distributeurs. Et puis les entretiens, tout est fait aussi à côté. Oui. D'ailleurs, une question, si un bateau est en eau douce, s'entretient plus facilement qu'un bateau en mer, d'ailleurs. Absolument, oui. Si vous voulez des réparations ou des entretiens, on peut les faire tous les 2-3 ans sur un bateau qui navigue en eau douce. En mer, en règle générale, c'est tous les ans. Oui, donc le lac du Bourget, quelque part, c'est un peu des économies pour un plaisancier. Ça fait faire. Absolument. Ça use moins le matériel. Absolument. Très bien. Donc le club des plaisanciers, donc depuis 95, vous avez expliqué qu'il y avait une nécessité pour se regrouper, entre amateurs, en tout cas, pour acheter non seulement des bateaux, mais je pense aussi des accessoires, enfin tout ce qu'il peut y avoir entre. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il est devenu ce club ? Aujourd'hui ? Alors ce club a énormément grandi. Nous sommes actuellement, au moment où je vous parle, nous sommes 287 adhérents. D'accord, tous navigateurs ? À 98% navigateurs. D'accord. Si vous voulez. Navigatrice aussi. Navigatrice, bien sûr. Oui, on ne fait pas de différence. 80% des adhérents sont des gens qui ont des bateaux à moteur. 80% à moteur. À moteur, donc ça va, si vous voulez, de la barque jusqu'au voilier de 10-12 mètres. D'accord. Ou au bateau à moteur de 10-12 mètres aussi. Et les 20% restants sont ce que nous on appelle des voileux. D'accord. Donc pas mal de beaux bateaux. Donc on navigue. C'est plus facile de sortir son bateau à moteur que de sortir son voilier. Ah bah bien sûr. Vous montez sur un bateau à moteur, vous avez la clé à tourner et vous naviguez. Ouais. Est-ce qu'on peut sortir du port à la voile ? Non. 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 Donc j'ai un copain qui me raconte des histoires. Il me dit qu'il a un copain qui sort son bateau à la voile. Alors c'est vraiment un expert. C'est pas Tabarly, non ? D'ailleurs, tiens, Tabarly, il y a des quais à son nom. Oui, c'est exact. Pourquoi ? Il est déjà venu à Aix-les-Bains ? Non, mais c'est en reconnaissance, bien si sûr. vous voulez, aux navigateurs français. Il y a quoi comme quai aussi ? Il y a d'autres noms, me semble-t-il. Oui, il y a Alain Gerbeau. Gerbeau. Et puis... Camas ? Non, il y a le... Comment s'appelle-t-il ? Je vous ai posé une colle. Oui, c'est la première chose que vous irez revérifier demain en allant chercher votre bateau. Joseph Boget, celui des... Le côté nord. Je pense que nos auditeurs vont sûrement avoir la réponse. On va regarder, mais tout à fait. Donc ils ne sont pas spécialement venus naviguer sur. Il y a des grands navigateurs qui sont venus, Carsozon, Guidel. Non. Ce que l'on faisait auparavant, si vous voulez, lors du salon nautique, on invitait un navigateur. Ouais. Pour faire une présentation, si vous voulez, sur ses actions et sur les records qu'ils avaient pu battre. Mais ils n'ont jamais osé naviguer sur le lac. Non. Ah, ils ont trop peur. Ouais, c'est ça. C'est le lac du Bourget. Il est vraiment à part. Et Gélardi, dites-moi. J'ai retrouvé, c'est le bassin Alain Colas. Alain Colas, j'ai dit Camas, j'ai savais que ça commençait par un C. Mais bon, d'accord, ok. Donc les trois bassins, donc Tabarly, Colas et Gerbeau. Voilà, mais qui ne sont pas spécialement venus non plus, mais c'est un hommage à ces grands navigateurs, surtout Tabarly. Le club des plaisanciers, alors du coup, donc vous faites encore des activités ? Quelles sont les activités du club ? Vous organisez les salons, des choses ? On a deux activités majeures qui sont le salon du nautisme, qui auparavant s'appelait le salon de la plaisance, mais qu'on a débaptisé il y a maintenant 5 ans. Qui a lieu au printemps, me semble-t-il. Alors, il a lieu au mois d'avril. Oui. Donc l'année prochaine, on est en train de le préparer. Il aura lieu le 1er, le 2 et le 3 avril au Petit Port. Et la deuxième activité... Alors ce salon, je reviens brièvement sur le salon, regroupe à peu près une centaine de bateaux qui sont amenés par les distributeurs.
C'est les bateaux neufs d'exposition. Oui. Pratiquement tous. Donc en fait, c'est pour acheter éventuellement ces bateaux, c'est ça, Laurent? Les gens viennent pour prendre des contacts et acheter ou finaliser l'achat d'un bateau. Il y a aussi un peu de bateaux d'occasion, parce que les gens qui veulent, on continue à avoir cette activité, donc les gens qui veulent vendre leurs bateaux peuvent les amener. D'accord, donc c'est des bonnes occasions, ça navigue en eau douce. Tout à fait. Et on a donc notre deuxième activité qui est le lac en fête, qui est organisé. Alors le salon, l'année prochaine, ça va être le 25e salon. D'accord. Ça fait 25 ans qu'on le fait. Le lac en fête, qui est une organisation que l'on fait au mois de fin juillet. Et là, c'est sur l'esplanade entre Petit Port et Grand Port. Et nous avons donc un nombre assez important d'artisans d'art qui viennent exposer et vendre leurs produits. D'accord. Et on a des activités, bien sûr, des animations pendant le lac en fête. D'accord. Et est-ce qu'on peut adhérer au club des plaisanciers? Qu'est-ce que gagne l'adhérent? Enfin, à quoi ça sert d'adhérer au club des plaisanciers? Si vous voulez, je vais vous rappeler rapidement ce que l'on fait. Un point important, on offre le remorquage gratuit. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? Non, mais ça a l'air d'être important à ce point-là. Tout le monde tombe en panne ou... Non, mais certains tombent en panne. Et quand vous tombez en panne sur le lac, bien souvent, c'est pas évident. Ah bon? Donc, on a un numéro de téléphone. Les gens appellent ce numéro et on a une société qui vient chercher les personnes qui sont en panne ou réparer sur place si c'est possible. Et dans ce cas-là, s'ils ne peuvent pas, ils ramènent le bateau au port. Ça tombe souvent en panne, un bateau? Ça m'est arrivé 2 fois en 10 ans. Ah oui, une panne de quoi? De moteur? Pas de moteur, bien sûr. Ah oui. C'est comme une voiture. Hein. Oui. Vous avez un moteur thermique sur un bateau, donc d'accord. Ça arrive de tomber en panne. Ils ont comme des bonnes durées, puis satisfaisant. Oui, en règle générale, un moteur fait 10-15 ans sans problème. D'accord. Les moteurs Yamaha, fabriqués en France. Yamaha, je vous le dis. Si. Moteur de hors-bord sont fabriqués en France, à Saint-Quentin, 02. D'accord. Usine Motobécane Yamaha. Ok. Donc on a ça. Le club a son propre voilier qui s'appelle le Carpe Diem, donc qui est au port. C'est quoi ce voilier? C'est un shérif. C'est-à-dire un bateau à un voile qui fait 6 mètres quelques de long, avec un petit moteur d'appoint pour rentrer et sortir du port. Et ce bateau donc est à la disposition de nos adhérents. Donc pour une somme modique qui sert uniquement à l'entretien. Nos adhérents, à une condition, c'est qu'ils savent naviguer à la voile. À la voile. Peuvent prendre le bateau et naviguer, s'inscrire sur notre liste et peuvent naviguer comme ils le désirent sur le lac. D'accord. On va faire une petite dernière question juste avant une petite pause musicale importante. Vous parlez de navigation à moteur, navigation à voile. C'est le même permis? Alors, non. Non. Naviguer à la voile, vous n'avez pas besoin de permis. Ah tiens. On peut embarquer sur sa coquille de noix. Vous pouvez acheter un bateau de 15 mètres ou 20 mètres de long avec un moteur de 300 chevaux. En regardant des tutos sur YouTube. En regardant des tutos sur YouTube et naviguer. Très bien. Il y a une chose que je voulais, vous n'irez pas loin. Ah, ou à la Côte Sauvage. Oui. Même pas. D'accord. Mais bon, naviguer à la voile, ça demande quand même une connaissance des compétences. Et là, il faut un bon club, il faut une formation. Oui. Ça ne peut pas se faire sans. Tandis que naviguer au moteur, vous avez 3 permis qui existent actuellement pour naviguer avec un bateau à moteur quand la puissance est supérieure à 9,9 chevaux. Vous avez le permis côtier qui vous permet de naviguer donc jusqu'à 6000 d'un abri. 6000 donc en kilomètres? Ça fait à peu près 9 kilomètres. Voilà. Ok. Ensuite, vous avez le permis hauturier qui vous permet de traverser l'Atlantique. Et dans ce cas-là, vous êtes obligé d'avoir des connaissances quand même supplémentaires, à savoir naviguer au compas et avoir... C'est ce qui est loin d'être évident. Et vous avez le 3e permis qui est le permis eau intérieure. C'est-à-dire que naviguer sur les rivières, sur les fleuves, etc. Sur les lacs? Alors, le lac du Bourget est un peu une exception. Vous pouvez naviguer sur le lac du Bourget avec un permis côtier ou hauturier. Par contre, si vous prenez le canal de Savière, vous êtes obligé d'avoir votre permis eau intérieure. Ah tiens, d'accord. Oui. Donc vous-même, vous deux, monsieur Lardy aussi, vous avez le permis pour naviguer sur le canal de Savière, etc. Vous avez tous les deux un bateau d'ailleurs? Oui. Qui c'est qui est le plus gros bateau? Je vous laisse réfléchir. On fait une petite pause musicale là-dessus. On va écouter, on n'a pas fait dans l'original. On va écouter Renaud. C'est pas l'homme qui prend la mer. Allez, je vous laisse. On vous reprend tout de suite après. Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. C'est près de chez vous. Ça se passe ici avec Ludo sur Radio Grand Lac.
Ça se passe toujours ici sur Radio Grand Lac 92.1. Vous nous écoutez sûrement sur les routes du lac, dans votre voiture, dans les bouchons de 18h. Eh bien, vous êtes bien sur Radio Grand Lac. Tout à l'heure à 19h30, l'émission de sport de Damien et de Aurélie Joly, Sportez-vous bien, qui va faire une émission spéciale sur le sport adapté. Alors qu'est-ce que c'est que le sport adapté ? C'est le sport en fonction de ses possibilités physiques, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on ait un handicap. Donc une émission qui va vous parler de tout ça à 19h30. Aussi l'émission de demain qui sera très intéressante avec notre prof d'histoire de Radio Grand Lac qui va faire une émission spéciale. Julien Donzel fera une émission spéciale sur Marc Aurèle, l'empereur romain, et on vous apprendrait ce que ça veut dire qu'un philosophe stoïcien. Donc c'est demain à 13h, l'émission de Julien Donzel, c'est toute une histoire sur Radio Grand Lac. De toute façon, toutes ces émissions-là, vous pouvez les retrouver sur le podcast, sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac, y compris cette émission de ce soir avec Guy Réan du Club des Plaisanciers et Jean-Bernard Lardy, rédacteur de la revue de la Traverse. La revue La Traverse, c'est la revue du Club des Plaisanciers. Vous, Jean-Bernard Lardy, ce soir, vous allez faire un petit peu l'historien, l'expert du lac sur sa navigation. Vous parliez tout à l'heure qu'on naviguait sur le lac depuis le néolithique, c'est ça ? Alors, au néolithique, on est sûr, on a des traces, ce sont les sites palafitiques d'installation de population auprès et sur le lac. Ouais. Bon, on ne sait pas si ces gens-là naviguaient vraiment, peut-être d'une rive à l'autre, mais rien de définitif et de construit. C'est les pilotis qu'on peut trouver à Conjus, par exemple, au fond de l'eau. Absolument, oui, absolument. Et donc, ils naviguaient sur quel type d'embarcation ? Alors, ça, on ne sait pas. D'accord. Ça, on ne sait pas. Par contre, alors, je vous ai parlé des Romains tout à l'heure, ce sont les premiers grands navigateurs. La première preuve de navigation sur le lac, elle a été retirée du lac il y a quelques années. C'est une pirogue creusée dans un seul tronc de chêne de 5,60 m de long et qui a été datée du 9e siècle, c'est-à-dire l'époque de Charlemagne. Et on pouvait naviguer là-dessus. Où ça flotte ? Il naviguait là-dessus. Ah, ça flottait. Ça flottait bien, suffisamment pour naviguer. Ça flottait très bien. Par la suite, au Moyen-Âge, il y a eu des échanges commerciaux, essentiellement qui étaient de la Savoie, du bois, de la pierre, et remontés par contre du sel qui était essentiel pour la conservation des aliments. Il n'y avait pas de sel dans les Alpes. Il n'y avait pas de sel dans les Alpes, on les remontait de Camargue. D'accord. Donc, du bout du Rhône. Le Rhône était navigable sur son entièreté, si vous voulez, jusqu'à Seyssel. D'accord. Voilà. Donc, il y avait des échanges commerciaux, donc via la Savière, on appelait ça, c'est une rivière. C'est une rivière ou... Initialement, c'est une rivière, c'est un chenal naturel, si vous voulez. Qui a été réaménagé. Qui a été réaménagé ensuite, quand les bateaux à vapeur sont arrivés, en 1855, on a fait creuser ce canal, on l'a mis au gabarit, en largeur et en profondeur, 25-30 mètres de large, 1,60 m de profond, pour que les gros bateaux qui arrivaient alors, puisque 1837, c'est le premier bateau à vapeur qui est arrivé sur le lac, c'est l'Abeille. Ensuite, il y a eu à la fois des transports de passagers et de marchandises en direction de Lyon. On pouvait aller d'Aix-les-Bains à Lyon sans se mouiller les pieds en bateau. Absolument. Et ça a été même une concurrence féroce entre des compagnies, puisque en 1855, il y avait 7 compagnies de passagers qui organisaient des voyages réguliers vers Lyon. D'accord. Alors, c'était un peu sportif parce que, beaucoup moins, mais c'était quand même fonction de la situation du Rhône, des crues. Qui était un Rhône qui était encore un peu sauvage, qui était. Ah oui, il était complètement sauvage. Des crues, des basses eaux, et la remontée se faisait par halage, par des animaux ou même des hommes. On tirait les bateaux sur les berges pour remonter. Voilà. Alors c'était beaucoup plus long à la remonte qu'à la descente, bien sûr, mais ça pouvait mettre jusqu'à 15-20 heures pour remonter de Lyon jusqu'à Aix.
15-20 heures, c'est pas tant, finalement. Oui, c'est relatif, ceci dit, mais je suis sûr qu'il y aura encore une clientèle pour ça. C'est pas un rêve pour vous de naviguer jusqu'à Lyon, monsieur Guiréan ? Si, c'est un rêve, mais on ne peut pas aller plus loin, donc, parce qu'on a un barrage qui est au niveau de Saubrena. Ah oui. Et là, c'est infranchissable. C'est infranchissable. Et ensuite, donc, le Rhône n'est pas navigable. Il n'a pas été du tout canalisé. Il n'a pas été creusé. Donc là, la navigation est très difficile. Il est prévu. Et c'est la CNR qui s'en occupe. La CNR ? La Compagnie nationale du Rhône. Ah oui. C'est elle qui gère l'ensemble, si vous voulez, des barrages qui sont sur le Rhône, de la Suisse jusqu'à Marseille. Et en fin de compte, il y a un projet justement pour creuser une écluse de manière à pouvoir descendre sur la Vallée Bleue et aller jusqu'à Lyon. La Vallée Bleue, c'est juste après Saubrena. D'accord, c'est un peu après Yenne, tout ça ? Oui, d'accord. Beaucoup plus bas. Donc là, actuellement, vous pouvez aller jusqu'à à peu près Yenne, c'est ça ? Voilà. Et après, demi-tour. Au moteur. À voile, c'est pas possible ? On navigue pas sur un fleuve à la voile. On navigue pas sur un fleuve à la voile. Non, parce qu'un fleuve, il y a du courant, et à la voile... Faut être tabarly. Et encore. Monsieur Labrie. Non, je voulais préciser que le Rhône est encore navigable sur à peu près 56 km. Ah, quand même. Enfin, depuis Seyssel au nord. Historiquement, d'ailleurs, depuis Seyssel, ça a toujours été. Ça a toujours été. Il y avait quoi ? Au-delà de Seyssel, il y avait des. Pas assez profond. Il y avait des chutes et c'était complètement. Donc du temps des Gaulois, c'était jusqu'à Seyssel et encore aujourd'hui, c'est jusqu'à Seyssel. Voilà. D'accord. Absolument. De Seyssel jusqu'à Yenne. Jusqu'à Saubrena, ça fait entre 50 et 60 km navigables. Et vous y allez encore vous-même facilement ? Vous allez alors naviguer en tant que navigateur d'eau douce. Tout à fait. Oui, en fin de compte, naviguer sur le Rhône à partir du moment où vous faites attention de bien suivre les balises qui sont sur le Rhône. Il n'y a pas de problème pour naviguer. D'accord. Donc on a la chance, si vous voulez, que la sortie du canal de Savière, une fois que vous avez passé l'écluse à Chanaz, vous pouvez remonter pratiquement, vous êtes au milieu. Donc vous pourrez remonter 25 km en amont et 25 km en aval. Il y a du paysage déjà. Il y a pas mal de paysages. Il y a des beaux paysages. Tout à fait. Et donc, la navigation à passagers, jusqu'en milieu du 19e siècle, c'est ça à peu près. Oui. Donc un moteur, vous disiez que c'était des bateaux déjà à moteur pour les passagers. 1837, oui, l'arrivée de l'Abeille. Donc là, tous les bateaux étaient ensuite motorisés. D'accord. À la fois pour passagers, donc, et pour des marchandises. Et il y avait des lignes régulières dans les deux sens. D'accord. Et par contre, le coup de grâce a été donné par l'arrivée du chemin de fer. Du chemin de fer, 1858 à peu près, et surtout avec la ligne entre Brison et Culose. Oui. Qui désenclavait complètement le Aix en direction de Lyon. Ah bah oui. Et c'était beaucoup plus sûr parce que on ne risquait pas les caprices du Rhône. On mettait 4 heures au maximum, au lieu de des 25 heures, de 15 heures. Voilà. Donc, par exemple, il y avait 15 000 passagers qui embarquaient à Aix pour Lyon en 1860, et 9 ans plus tard, il n'y en avait plus que 2000. Oui. Ils avaient tous choisi le transport ferroviaire. Ah oui, effectivement. Donc, ça a été la grande modification de but de ces bateaux-là, qui, d'un tourisme initialement, d'un transport initialement économique, puis à passagers, se sont tous reconvertis. C'était l'arrivée aussi 1860, 1880 des têtes couronnées, de la noblesse, donc des gens qui cherchaient des loisirs un peu. Et ça a été l'aménagement du grand port, et ces bateaux-là se sont reconvertis dans la plaisance. Dans la plaisance pour Hautecombe et des tours de lac. Donc la plaisance sur le lac du Bourget, c'est ancien. Absolument. C'est une tradition, une vraie tradition aixoise. Oui, depuis cette date-là, tous les gros bateaux à passagers ne franchissent plus Savière, ne descendent plus à Lyon, font des croisières sur le lac, et tous les plaisanciers qui sont sur le lac profitent
Et jusqu'à une époque récente, on a notion aussi que le lac du Bourget avait été quand même assez pollué jusque dans les années 80-90. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? C'est un lac qui est très propre. J'ai vu un article là, récemment, en préparant cette émission, qui parlait même d'un lac trop propre. Alors, oui et non. Oui, bien sûr. Mais il y en a toujours qui trouveront le lac trop sale, il y en a qui vont trouver le lac trop propre. Mais si vous voulez, il y a eu d'énormes travaux qui ont été faits. Auparavant, le lac était un déversoir de Chambéry et d'Aix-les-Bains, de toutes les communes aux alentours. Et d'ailleurs, dans les années 1800, début des années 1900, les Aixois tournaient le dos au lac. Il était noir, il était sale, il n'était pas agréable du tout, il était très peu aménagé. Donc le lac, c'était, on n'en parlait pas, on en avait peur du lac. Et il y a eu des travaux, et je pense que Bernard, tu peux peut-être en parler, des travaux qui ont été faits pour justement dépolluer le lac avec l'installation des stations d'épuration. Oui, Monsieur Lardy. Oui, tout à fait. Le lac était en voie d'eutrophisation, c'est-à-dire vers une situation où la vie n'était plus possible. Complètement, de moins en moins. Donc il y a eu une prise de conscience dans les années 70-80 et le gros chantier qui a été entrepris à cette date-là, entre autres, il y avait Louis Besson, le maire de Chambéry, qui était partie prenante. Ça a été que les eaux d'Aix et de Chambéry, même après passage en station d'épuration, ne soient plus rejetées au lac parce qu'elles contenaient encore des nitrates, du phosphore, etc. Résidus de lessive, des choses comme ça. Voilà, absolument. Mais étaient collectés dans une galerie qui, depuis le Bourget, traversait le massif de l'Épine et un rejet dans le Rhône qui, avec le courant, disons, diluait et dispersait un petit peu les polluants restants. Donc aujourd'hui, il y a toujours une galerie qui évacue les eaux usées donc d'Aix-les-Bains et de Chambéry aussi. Et de Chambéry, une galerie de 12 km sous le massif de l'Épine. D'accord. Sous la responsabilité du CISALB. Le CISALB a été créé à cette occasion-là. CISALB, c'est l'organisme qui s'occupe du lac du Bourget en tant que tel. Les bassins versants. Les bassins versants. Oui. Ah oui, tout ce qui va autour finalement. Voilà, ça. Et donc, on assiste de plus en plus, avec l'absence de rejet, à une amélioration des paramètres nitrates, phosphore, qui indiquent les pollutions par les terres agricoles, par les rejets, par les affluents, absolument. Donc, on voit ça sur la turbidité du lac. Enfin, il y a des eaux, il y a la clarté de l'eau, des mesures qui sont faites, l'oxygénation. Ce qui, on voit très bien que la population de l'Avaray, par exemple. Le Lavaray, c'est le poisson emblématique du lac. C'est un salmonidé, c'est ça. Un gros poisson. C'est un poisson qui nécessite des eaux très oxygénées, uniquement dans les lacs alpins. Il y a eu une croissance exponentielle à la suite de cette épuration, disons, des eaux. Et il n'y avait plus de Lavaray et maintenant ils reviennent. Alors, ils sont revenus. Ils sont revenus vraiment de façon très importante il y a quelques années. Et là, il est vrai que depuis quelques années, alors, il semble que le nombre de Lavaray soit constant parce qu'il y a des mesures par sonde échographique, par des bateaux qui passent, qui repèrent des grandes populations de Lavaray. Par contre, il est certain que depuis 2 ans, les Lavaray ne grossissent plus. D'accord. Enfin, n'arrivent plus à l'âge de 2-3 ans, à passer la maille qui existe, qui est de 35 cm pour pêcher et garder un Lavaray pêché. Tant les pêcheurs professionnels que les pêcheurs amateurs. Tant les pêcheurs professionnels. D'où ce que vous évoquiez tout à l'heure, ce sont essentiellement les pêcheurs professionnels qui reprochent au lac d'être trop propre. Oui, d'accord. Alors, d'où ces fameux articles qu'on a pu voir dans la presse récemment. Je pense que c'est sans doute peut-être une raison, mais que c'est multifactoriel et qu'on ne peut pas incriminer uniquement ce fait-là.
D'accord. Avant, on fera une petite pause musicale, mais juste après, Jean-Bernard Lardy, vous nous parlerez un petit peu des événements un petit peu spéciaux qui ont eu lieu sur le lac, notamment les records, est-ce qu'il y a des épaves, est-ce qu'il y a eu les petites anecdotes que l'on peut savoir sur notre lac. On va faire une petite pause musicale, on va écouter, on va rester dans l'univers de la navigation. Rod Stewart, Sailing, vous êtes bien sur Radio Grand Lac sur 92.1, vous nous écoutez des portes d'Annecy jusqu'à Montmélian. On écoutera Rod Stewart et à tout de suite avec le Club des Plaisanciers d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. C'est près de chez vous, ça se passe ici, avec Ludo sur Radio Grand Lac. C'est près de chez vous, c'est avec le Club des Plaisanciers ce soir sur l'émission Ça se passe ici. Je ne peux que vous parler aussi pour ce week-end de l'événement qui a lieu au casino. 1100 mètres carrés de chocolat, le salon du chocolat qui a lieu donc au casino Le Grand Cercle samedi 9 et dimanche 10 octobre. C'est un événement Radio Grand Lac, foncez-y. Ou même pour les gens qui ne connaissent pas le casino, allez au moins faire un tour dans ce magnifique bâtiment et en plus, vous pourrez déguster le chocolat. Chocolat qui à Aix-les-Bains est une institution, beaucoup de grands professionnels du chocolat. Courez vite donc au Salon du Chocolat, ça a lieu ce week-end de 10h à 20h pour le samedi et de 10h à 19h pour le dimanche. Donc nous sommes toujours en direct avec nos deux invités de ce soir, Guy Réan qui est donc le président du Club des Plaisanciers d'Aix-les-Bains et accompagné de Jean-Bernard Lardy qui est le rédacteur de la revue La Traverse. La revue La Traverse est le journal du Club des Plaisanciers. C'est une revue qui est distribuée d'ailleurs comment La Traverse qui est distribuée qu'à vos membres, monsieur Jean-Bernard Lardy? Alors elle est distribuée systématiquement à tous les adhérents et elle est distribuée également à nos annonceurs. Et à tous les institutionnels locaux ou régionaux. Parce que ça, c'est une chouette revue. Je vois que vous êtes vous-même rédacteur de super articles à chaque fois tous les mois. Ça sort tous les mois à peu près. Non, c'est pas tous les mois. C'est quadrimestriel, c'est-à-dire il y a 3 parutions par an. D'accord. En avril, mars, juin et octobre. En tout cas, toutes les personnes qui sont un petit peu intéressées par le lac du Bourget, son histoire, il y a plein d'articles super intéressants. Donc n'hésitez pas à vous vous munir de ces numéros de cette revue qui s'appelle La Traverse. Il y a beaucoup d'articles historiques dedans. Je vous invite tous à y jeter un œil. Donc le Club des Plaisanciers d'Aix-les-Bains, donc monsieur Guy Réan, on a parlé donc le Club des Plaisanciers, d'accord, les plaisanciers, les bateaux sur l'eau, mais à un moment donné, les bateaux, il faut bien qu'ils s'arrêtent au port. Le port, c'est une de vos activités, c'est cela, non? Alors, tous les ports sont gérés par Grand Lac. Oui. Sur le pourtour du lac, vous avez 14 ports. 14 ports. Et un peu plus de 2800 anneaux. Ce qui est énorme. C'est un des plus grands ports en eau douce. Alors, je vais vous donner quand même quelques chiffres pour que vos auditeurs aient une idée un petit peu de ce que représente la plaisance. Oui. Vous avez actuellement en France 473 ports sur l'ensemble donc, des côtes, ce qui représente 164 000 places de ports. Ouais. Et si on ajoute tous les anneaux, les corps morts que l'on a en mer, on arrive à 240 000 places de ports. D'accord. Où on peut mettre son bateau. Oui. On compte actuellement 1 041 000 bateaux immatriculés en France. Donc tous les bateaux ne sont pas au port. Ah non, il y en a qui sont dans les jardins, il y en a qui les stockent chez eux, etc. Et au total, nous avons en France aux alentours de 4 millions de plaisanciers. Donc des gens qui... 4 millions de plaisanciers. Qui pratiquent donc la plaisance. D'accord. Et rappelez-moi, votre club, vous avez à peu près combien d'adhérents vous-même? Actuellement, 278. Oui, effectivement. Donc beaucoup de... Ce qui est pas mal pour un club, disons. Vous êtes une petite ville comme Aix-les-Bains, finalement, Grand Lac. Alors, un des points d'achoppement de l'ensemble, c'est les places de port. Oui. Donc actuellement, on a aux alentours de 1000 personnes qui sont en attente d'une place de port. Alors, il y a une légende urbaine qui dit, apparemment, il y aurait 8 ans d'attente. Jean-Bernard. Ah, apparemment, je suis pas loin de la vérité, alors. 8 ans d'attente? Non, il y en a plus. Mais... tiens. Sur des largeurs, disons, standards, entre 2,50 m et 2,80 m. Pour une barque? Non, c'est déjà un bateau. C'est déjà un peu plus grand qu'une barque. Oui, c'est plus gros qu'une barque. C'est des bateaux de 6-7 mètres, là, déjà. Oui. Les premiers de la liste d'attente sont inscrits depuis 2004 sur Aix et 2005 au Bourget ou inversement. Enfin, ça fait déjà
16 ou 17 ans. Et c'est pareil sur tous les ports, j'imagine, du lac du Bourget, ils sont tous gérés de la même façon. Absolument. Vous demandez une place au port à Aix-les-Bains, vous pouvez l'avoir à Conju. Oui, vous faites une demande pour un port, mais on peut effectivement vous attribuer une place dans un autre port. Oui, mais c'est déjà à la fête d'avoir une place attribuée visiblement. Alors, quand vous avez votre place au port, vous sablez le champagne. Oui, j'ai l'impression, effectivement. Absolument. D'accord. Alors, à titre indicatif, ce problème n'est pas spécifique à Aix-les-Bains, ni au lac du Bourget. En France, vous avez actuellement 54 000 personnes en liste d'attente pour avoir une place de port. Et c'est le problème d'un pays de grands navigateurs comme nous, finalement, de grands plaisanciers, j'allais dire de grands navigateurs, mais en tout cas de grands plaisanciers. Absolument. Parce que les navigateurs, c'est les Anglais. Mais on se débrouille pas mal. Les Français sont pas mauvais. C'est évidemment qu'on n'est pas mauvais. Mais si vous voulez, la plaisance a pris énormément d'importance ces 15-20 dernières années. Et effectivement, les ports ne sont pas extensibles à l'infini. Actuellement, sur le lac du Bourget, il n'y aura plus aucun port de construit, donc plus de place. D'accord. Quel est le dernier port construit Le dernier, le plus récent, c'est celui de Conju. Ah oui. Qui date il y a une 50-60 ans. Et le premier le premier... je l'embête. Pas du tout. Initialement, comme je vous disais tout à l'heure, avec le commerce, c'était le Bourget, puisque ensuite les marchandises transitaient pour Chambéry, qui était la capitale régionale. Aix était en retrait du lac. Donc le premier port a été plutôt le Bourget du lac. Oui, sans grands aménagements. Ouais. Avec ça tombait bien, il y avait un aéroport juste à côté. Oui, surtout du temps des Romains. Les pontons, c'était des pontons en bois, c'était modeste. Mais ensuite, à l'époque, Aix n'était pas tourné du tout vers le lac, avant le. C'est pas comme Annecy. Oui. Non, Annecy est moins bien. Non, bien sûr que c'est moins bien. Le lac est beaucoup plus grand et il est beaucoup plus sauvage. Il est beaucoup plus agréable, le lac du Bourget. Beaucoup plus grand d'ailleurs, rappelez-moi les dimensions du lac du Bourget à nos auditeurs. 44 km², alors que celui d'Annecy fait 26. Ah oui. Il est 1,7 fois plus grand. D'ailleurs, quand je parle de la taille du lac, j'ai envie de vous rappeler aussi l'exploit qu'ont réalisé Maud et Sylvain, que vous avez aussi encadré en tant que pour le club des plaisanciers. C'est la traversée du lac du Bourget, donc de Châtillon jusqu'à Bourget, à l'autre bout. Et combien de kilomètres du coup là pour la distance ? 18 kilomètres. Donc le lac fait 18 kilomètres et c'est Maud et Sylvain ont nagé 18 kilomètres pour la Chouette de l'Espoir et pour Anastasia. C'était il y a à peu près 2 semaines, c'est ça ? Il y a 2 semaines. Donc un super événement que vous avez aussi participé à encadrer. Oui, on avait une dizaine de bateaux du club qui les ont accompagnés pendant toute la traversée. Surtout pour leur sécurité, pour éviter qu'ils aient un problème. Et on avait sur nos bateaux un médecin et un coach qui leur permettaient donc de les suivre pendant leur exploit. Donc vous disiez aussi juste avant, donc l'activité économique liée à la plaisance, c'était quelque chose d'important sur Aix-les-Bains et même en France. Absolument, oui, c'est une. Ça représente, si vous voulez, 5532 entreprises, 42 930 salariés et 5 milliards de chiffre d'affaires. D'accord. Et autour du lac, vous avez tous les professionnels qu'il faut pour entretenir, pour acheter, pour réparer son bateau. Absolument. Des voiliers pour les voiles aussi. Absolument. Vous avez tout ce qu'il vous faut autour du lac. D'accord. Donc ça, c'est un problème en moins quand... Le lac du Bourget, ça naviguera toujours aussi. Il viendra jamais des moteurs électriques. Enfin, est-ce qu'il y a des nouveaux systèmes Alors oui, actuellement, vous savez tous que tout le monde est en train de se tourner vers l'électrique, les véhicules, les vélos, etc. Il y a pas mal de développement et de recherches qui se font actuellement donc sur les bateaux à propulsion électrique, mais on est encore loin du compte à l'heure actuelle. Si vous voulez, pour obtenir une puissance équivalente à un moteur de 200 chevaux, il vous faut 400 ou 500 kilos de batterie. D'accord. Donc là, ça devient quelque peu difficile de fabriquer des bateaux, mais c'est en cours de développement et dans les années à venir, je suis à peu près persuadé qu'on finira par avoir des bateaux électriques. Un bateau standard, comme vous parliez tout à l'heure, pour les places du port de 6-7 mètres, ça demande combien de chevaux Ça tourne aux alentours d'une centaine de chevaux. Ah oui, quand même. Ah oui. Ouais, mais il faut quand même 100 chevaux pour déplacer son bateau correctement. Oui, tout à fait. Pour battre des records de vitesse. Des records de vitesse. Peut-être Jean-Bernard Lardy, qui va faire l'historien du lac du Bourget. J'ai vu dans la revue La Traverse un article sur un record de... J'ai vu 203... De combien ? Kilomètres heure ? 200,
On ne sait pas exactement, mais c'est entre 240 et 250 km/h sur le lac. Sur le lac du Bourget. Ça a été fait qu'une seule fois et je pense que ça ne sera plus jamais fait. Oui, mais je pense que c'est plus dans l'air du temps non plus de battre des records de vitesse comme ça. C'est plus dans l'air du temps. Et c'était en quelle année ? 1958. En 1958, on s'autorisait encore ce genre de record comme ça sur le lac. Alors, c'était à l'occasion d'une énorme fête qui a été organisée par le comité des fêtes pour fêter justement les nouveaux bassins du Grand Port dont on a parlé tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Les bassins, le Grand Port, le Petit Port. Oui, tout ça. Bon, c'est vrai qu'à la suite de la guerre, dans les années 50, il y a eu l'attrait touristique qui a suscité un grand programme d'urbanisme, d'aménagement des rives et des ports, parce qu'il y avait une grande demande. Et donc, d'où les constructions dont on a parlé tout à l'heure. Et pour fêter un peu ça, c'est en fin juin 1958 a été organisée une manifestation, mais sans précédent. C'est les 24 heures en moto nautique. Ah oui. d'Aix, en 2 fois 12 heures, entre le samedi et le dimanche. Et surtout, la présence sur le lac de Donald Campbell, en exclusivité européenne, avec son bateau. Enfin, on peut pas appeler ça d'un bateau, c'est un engin. Une fusée. C'était quasiment une très profilée. Quasiment une fusée. Il était le détenteur depuis 1957 du record mondial de vitesse sur l'eau avec 391 km/h. Ah oui. Donc, il est venu avec son engin, propulsé par un turboréacteur d'1,6 tonnes de poussée. Ah oui, donc une fusée, ça faisait 2500 chevaux à peu près, qui pouvaient propulser le tout à près de 400 km/h. Donc, pour vous situer, j'avais calculé, à 250 km/h, c'est-à-dire ce qu'il a fait sur le lac, il aurait mis 4 minutes pour traverser le lac depuis Châtillon jusqu'au Bourget. Ah oui, effectivement, d'accord. Donc, il est allé que le temps était beau, la surface calme, c'était des conditions indispensables pour ça. Il n'y avait pas la traverse. Il n'y avait pas de traverse. Et il a, en 2 fois, parce que la première fois, il y a eu des petits problèmes, il voyait plus rien sur la vapeur d'eau avait complètement embué son cockpit. Il est allé à 250 km/h sur le lac. Dans un boucan d'enfer, j'imagine. Dans un boucan d'enfer, avec son réacteur et tout le monde, parce que c'était une manifestation extraordinaire. Pour vous situer, il y avait des tribunes sur l'esplanade pour 200 000 personnes. 200 000. Une soirée à Musilac, c'est 25 000. Hein. Donc là, c'est 10 fois plus. Il y avait des trains spéciaux qui étaient arrivés de Lyon. Enfin, c'était une chose gigantesque qu'on ne reverra plus. On ne reverra plus non plus de telle vitesse sur le lac. Donc c'était aussi en même temps que l'inauguration du Grand Port, du Petit Port. C'était concomitant. C'est à ce moment-là. C'est en 1958. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai vu on a vu tous les Aixois qu'il y a eu des aménagements qui ont été faits. Je crois que c'est la sortie du Tillet, le bassin des comment on appelle ce bassin qui a été aménagé récemment. Le bassin des Biâtres. Le bassin des Biâtres. Ça a été tout refait, c'est plus écologique. Alors, si vous voulez, oui, parce qu'en fin de compte... Vous avez votre mot à dire en tant que club de plaisanciers dans ces aménagements-là, par exemple ? Non. Vous laissez faire les professionnels. Il y a des gens beaucoup plus qualifiés que nous, mais en fin de compte, ce qui se passe, c'est quand il y a d'énormes pluies sur Aix, les stations d'épuration n'arrivent pas à écoper, si vous voulez, la quantité d'eau. Donc cette eau est dirigée vers le bassin des Biâtres, qui est à côté de McDo. Oui, en bas, oui. Et en fin de compte, c'est un réservoir qui doit faire 20 ou 30 000 mètres cubes, je n'ai plus les chiffres en tête. Et il sert de réservoir. Et une fois que les pluies sont passées, les stations d'épuration repompent cette eau dans le bassin des Biâtres, traitent l'eau, et la rejette. Et ça n'a pas supprimé de place au port, ces aménagements ? Absolument pas. Non, pas du tout. Non, il n'y avait pas de... Non, c'est bien, c'est vraiment les aménagements qui sont nécessaires pour l'écologie. Oui. Petite question aussi, est-ce qu'on peut voir des bateaux d'exception sur le lac ? À part pendant vos salons, le salon du nautisme, des rivas, des choses comme ça. On voit quelques rivas qui sont des... Il y a qui naviguent, qui dépendent du lac ou qui sont déposés ? Qui dépendent de propriétaires privés.
Mais non, on n'a pas de bateau d'exception tel que vous pouvez en voir sur le Léman ou dans d'autres endroits, non. Non, c'est pas la politique, non, il n'y a pas la clientèle pour des bateaux de. Non, ça coûte cher d'ailleurs la plaisance. Alors c'est un sport, c'est un sport qui a un certain prix, si vous voulez. Lorsque vous achetez un bateau, il faut compter à peu près 10% du prix du bateau en frais d'entretien. Ah oui. Si vous achetez, admettons, un bateau à 50 000 €, le coût annuel sera de l'ordre d'à peu près 5 000 €, ce qui inclut la place de port, plus les révisions, la révision moteur, etc. Donc il faut vraiment en profiter. Et ça se loue un bateau ? Pardon ? Ça se loue ? Oui, ça se loue. Il y a d'ailleurs actuellement une tendance qui se fait, c'est que beaucoup de gens mettent en location leur propre bateau. C'est un peu de l'ubérisation, si vous voulez. Et c'est pas tellement réglementé, mais bon. Ça se fait. C'est en train de se faire. Oui, monsieur Jean-Bernard Lardy, je vous écoute. Oui, précisez aussi qu'il y a des loueurs professionnels dont c'est le métier, et qu'il y en a plusieurs sur les rives du lac. Et d'ailleurs, en plein été, quand il fait chaud comme ça, est-ce que il y a du monde qui fréquente le lac, du coup, en haute saison, ça vous pose un problème, vous ? Alors, si vous voulez, actuellement, depuis 2 ans, ça nous pose certains problèmes. En règle générale, et on le rencontre au niveau du club, au mois de juillet et août, où il y a vraiment une présence énorme de gens, de gens qui naviguent, le samedi et le dimanche, on évite de naviguer. Parce que c'est un petit peu si on retrouve un petit peu le comportement des gens que vous avez sur la route, vous le retrouvez sur le lac. Ah tiens, il y a un état d'esprit différent aussi. Les gens arrivent... ne sont pas toujours conscients, si vous voulez, d'ailleurs de la réglementation du lac. Et à partir du moment où ils sont sur l'eau, le monde leur appartient et les autres, ils n'en tiennent pas compte. D'où aussi l'intérêt d'adhérer à une association comme la vôtre. Tout à fait. Pour pouvoir apprendre les bons réflexes le vivre ensemble quand le lac est bondé. C'est un petit peu le problème qu'on rencontre à l'heure actuelle. C'est le vivre ensemble. Normalement, on ne doit pas passer à plus de 100 mètres d'un bateau, si vous voulez. Ah oui. Certains vous passent à 20 mètres à pleine vitesse, donc c'est pas très agréable. Oui, le puriste est... Tout à fait. Bon, on ne doit pas naviguer dans les bandes de rive qui font 200 mètres de large, ne pas faire de ski nautique dans ces bandes-là. Les gens le font avec plaisir. D'accord. Est-ce qu'il y a des naufrages, du coup ? Il arrive d'avoir certains naufrages. Certains bateaux ont pris feu sur le lac. Oui. Il y a quelques incidents, tout à fait, oui. Des naufrages célèbres, Jean-Bernard Lardy. Il y a beaucoup de bateaux au fond du lac, anciens. Il y a beaucoup d'épaves. Non. Il y a des trésors à découvrir. Il y en a une célèbre, c'est celle d'un avion. Ah, un avion. Un avion, ça c'est moins drôle que Donald Campbell, mais ça date de la guerre, de la dernière guerre. C'est un avion allemand qui s'appelait un Focke-Wulf qui s'est crashé au milieu du lac avec 4 personnes à bord. Et il y a 2 personnes, enfin deux passagers qui ont été récupérés par des pêcheurs de Conju. Et 2 autres qui ont plongé avec l'épave au fond du lac. Ça, c'était en 1943. Ça a posé d'ailleurs quelques problèmes parce que à Conju, les personnes qui ont recueilli ces naufragés n'ont pas été vues d'un bon œil. On était en pleine guerre. On pouvait les traiter un peu de collabos, alors qu'ils faisaient preuve d'humanité. Les pêcheurs, c'était des pêcheurs avant tout. Et donc, pour la petite histoire, pour les remercier de leur geste, tous les prisonniers de Conju ont été libérés. D'accord. Voilà. Et ce bateau, il est toujours au fond du lac ? Alors, cet avion. Cet avion est toujours au fond du lac, donc il est resté, c'était en 43, pendant 44 ans, on n'en a pas parlé, et puis il y a trois plongeurs téméraires qui ont croisé les récits des témoignages des pêcheurs et puis les archives militaires de la Luftwaffe et qui ont eu la certitude qu'il y avait un avion au fond du lac. Donc ils ont commencé à chercher. C'était très profond, c'était compliqué. Trop profond. C'était trop profond. Et il a fallu attendre. Ils l'ont repéré en 1993, mais ils n'en ont pas parlé pour pas que l'épave soit abîmée. Oui, ou polluée ou visitée.
Mais c'était à 110 mètres de profondeur quand même, donc il faut déjà y aller. On n'y va pas avec une petite bouteille toute simple. Mais ils ont pu prendre des photos qu'en 2004. Ah oui. Et cet avion, il est complètement intact. Il est piqué dans le fond. On aperçoit toutes les tubulures. On aperçoit même la queue est entoilée encore avec la croix gammée. L'eau du lac a préservé, la qualité de l'eau au fond du lac a préservé la corrosion. Du lac, il fait 6 degrés, c'est une température constante, donc la vie est quand même bien limitée et c'est l'obscurité totale, donc les dégradations des produits organiques se fait de façon quasi... D'accord. Enfin, très lent. Très lent. Il y a un film qui a été fait d'ailleurs. Oui, on peut le retrouver aussi sur YouTube. On tape l'avion du lac et en général on voit les images de ce qui reste de cet avion. Guy Réan, Jean-Bernard Lardy, donc le Club des Plaisanciers d'Aix-les-Bains, notre émission ce soir touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler du Club des Plaisanciers. J'invite tous nos auditeurs de Radio Grand Lac à aller voir sur le réseau social, sur Facebook, pour aller voir un petit peu toutes les activités, les images de tout ce que fait ce Club des Plaisanciers. Vous verrez que finalement, il y a quand même pas mal d'animations qui s'en font autour. Le Club des Plaisanciers aussi, si vous voulez y adhérer, n'hésitez pas donc à aller vous retrouver sur le site Facebook, vous retrouvez toutes les informations. J'ai une dernière question à poser à nos invités. Comment est le vin que vous avez ressorti du fond du lac ? Excellent. Et excellent. Rappelez-moi, c'était quel vignoble ? Alors le dernier, il y avait moitié de vin blanc, de Chignin-Bergeron et de Mondeuse. Et vous l'avez ressorti quand ? Alors on l'a ressorti il y a maintenant combien de temps ? Il y a un mois, grosso modo. Il est resté 2 ans parce que on n'a pas eu le salon pendant 2 ans. Donc on l'a ressorti, on avait aux alentours de pas loin de 200 bouteilles et elles ont toutes été vendues. Bien. Bon, eh bien écoutez, on a la réponse aussi à cette question qui nous taraudait tous les Aixois. Est-ce que le vin du lac était bon ? Eh bien apparemment il était excellent. Merci beaucoup aux auditeurs de Radio Grand Lac. Je vais céder la place à Damien Arnaud pour son émission de 19h30 sur le sport adapté. Merci à tous. Dans un mois pour la prochaine émission. À bientôt et à bientôt les auditeurs de Radio Grand Lac.